Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. We're good. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 386 du podcast Jean Actuel. Mattei, très heureux de vous retrouver à mes côtés cette semaine pour parler prévu NFL. Il y a Grégory Richard. Grégory, bonjour. Salut Alain et bonjour à tous. On va parler d'un nouveau match du mercredi, puisqu'il y avait encore un match du mercredi, donc pas de débat, on fait la place au débrief. Une superbe affiche de l'AFC, de la lutte pour les playoffs dans tous les sens, des pronostics très très difficiles, sans oublier vos questions. Il y a encore beaucoup de choses ce jeudi et c'est parti. What's going on, family? This is Real Mike Robb, NFL analyst for NFL Network and former Super Bowl champion for the Seattle Seahawks. You are listening to the Touchdown Podcast. I love all my French people out there. Let's go! Le match de la semaine, je crois que ce sera probablement le dernier match du mercredi qu'on devra débriefer un jeudi, mais on n'est plus sûr de rien à ce moment-là. Ravens 37, Cowboys 17, 294 yards au sol, 7,9 yards par course, 2 passes de touchdown pour Lamar Jackson, la défense qui fait le boulot dans les moments importants. Est-ce qu'on a retrouvé les Ravens, Grégory ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on a retrouvé les Ravens ? Oui, en tout cas, on est revenu à des fondamentaux un peu... Enfin, on est revenu à ce qu'on connaissait un petit peu plus des Ravens, notamment la version 2019. Après, j'ai presque envie de dire, l'important, à mon sens, quand on est fan de Baltimore, au sortir de ce match, c'est de se dire au moins on a gagné. Tout n'est pas totalement rassurant, mais c'est sûr qu'au moins en attaque, sachant qu'en plus Lamar Jackson est revenu tardivement, il me semble, de la liste Covid. La veille ou l'avant-veille du match, ouais. Voilà, donc il avait quand même raté pas mal de jours d'entraînement, etc., etc. Donc on l'a quand même vu plutôt à son avantage, avec toujours un petit peu de déchets. Il y a une interception qui traîne, il y a des bonnes inspirations comme sur le touchdown de Marquise Brown. Il y en a beaucoup moins, il y en a beaucoup d'autres qui sont un peu moins inspirés. Je parlais de son pic, il y a d'autres interceptions qui auraient pu être concédées. Elle est déviée, l'interception, non ? Il me semble qu'elle est déviée, ouais. Mais il y en a une, par exemple, qui a relâché, je ne sais plus si c'est en début de deuxième mi-temps, mais qui aurait pu être un peu vilaine aussi. Et voilà. Mais encore une fois, l'important, c'est au moins que le jeu au sol refonctionne vraiment comme il fonctionnait jusque-là. Et encore une fois, ça fait du bien à une équipe de Baltimore qui était un peu au fond du sac depuis quelques semaines, malgré tout, d'un point de vue ambiance vestiaire et d'un point de vue résultat. Depuis Thanksgiving, de toute façon, parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'on les retrouve là, tu vois, après une période longue. En fait, on les avait la semaine dernière d'ailleurs dans l'émission du jeudi aussi en débrief, parce qu'il y avait eu tout était repoussé, mais on n'avait pas vraiment l'impression d'avoir vu les Ravens, quoi, puisque c'était Robert Griffin, puis blessé, puis Tracy McSorley. Enfin, c'était quand même pas vraiment Baltimore qu'on a vu sur le terrain, donc on les avait pas vraiment vus depuis un petit moment, puisque c'était le match de Thanksgiving à la base qui avait été déplacé. Donc, on les avait pas vus depuis la semaine avant. Donc, ça va bien faire plus de 15 jours, voire plus, quoi. Donc, ça commence à faire longtemps. Moi, je suis un peu comme toi. L'important, c'est d'avoir gagné, d'avoir remis en place et sur les rails leur identité, qui est quand même du jeu au sol. Ils ont bourriné. Symboliquement, d'ailleurs, ils reprennent la tête de la Ligue après cette semaine sur les yards gagnés au sol en moyenne par une équipe. Donc, ils ont la meilleure attaque au sol. Jackson a fait le boulot au sens où il a 107 yards. Alors, c'est pas grand-chose pour un quarterback, clairement. Compléter 12 passes, c'est pas non plus la panacée, comme dirait notre collègue Raoul. Mais voilà, le boulot est là. Il y a quelques bonnes passes quand même sur les touchdowns qu'il trouve et sur lesquels il prolonge les bonnes banderilles après des erreurs de Dallas, des ballons perdus, des choses comme ça qui sanctionnent immédiatement. Donc ça, c'est le positif. Après, je sais pas, tu disais il y a des choses qui m'enchantent moins. En dehors des quelques déchets de Jackson, qu'est-ce qui t'alerte le plus ?
C'est qu'encore une fois, je trouvais qu'il y avait quand même une première mi-temps qui était un peu compliquée. Il y a sans doute eu un peu plus d'ajustements au retour des vestiaires, en tout cas ne serait-ce que défensivement. Mais un petit peu comme ce qu'avait fait Pittsburgh, alors dans un degré moindre lors de son match contre Dallas, ils ont laissé quand même, je trouve, beaucoup d'espoir aux Cowboys, notamment en première mi-temps. Les Cowboys ont l'occasion de repasser devant avant la pause. Alors, il y a une possible interférence qui n'est pas sifflée. Alors après, il n'y aurait pas forcément eu de touchdown derrière, mais en tout cas, ils ont quand même été sous la pression de Dallas pendant un long moment. Et même si la prestation défensive n'est pas mauvaise en tant que telle, c'est vrai que ça a mis un petit peu de temps à se mettre en route. Mais encore une fois, de par les conditions qu'on évoquait, les entraînements qui étaient quand même, je pense, un petit peu entrecoupés avec les nombreuses absences, les retours, les départs, etc. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à sentir beaucoup de rythme et en tout cas beaucoup d'intensité, on dira, de bout en bout, notamment en première mi-temps. Ça a été un petit peu mieux, comme je disais, au retour des vestiaires, mais ils sont quand même tombés contre une équipe de Dallas qui a été aussi quand même un petit peu généreuse de son côté, notamment sur équipe spéciale et sur coup de pied. Oui, il y a 3 field goals ratés, clairement. Bon, après, je vais essayer de voir le verre à moitié plein à chaque fois pour Baltimore, mais on peut dire que la défense a limité à des field goals, donc déjà, bien sûr, déjà ça. Sûr. Et puis, il y a du positif. Il y a Patrick Quinn, quand même, qui a une interception qui commence vraiment à s'établir au cœur de cette défense. Derek Wolfe, qui était une signature pour pas cher de l'intersaison, qui est là avec un plaquage et demi pour perte, 9 plaquages au total, qui va typiquement être le vétéran qui va se réveiller un peu pour la course aux playoffs, voire les playoffs pour Baltimore. Donc ça sent quand même la bonne affaire. Et puis, il y a un truc qui est notable, je trouve, c'est la passation de pouvoir quand même dans leur jeu au sol, parce que Mark Ingram, c'est seulement 6 ballons, et maintenant, c'est 11 pour Gus Edwards, 11 pour J.K. Dobbins, et 7 pour Gus Edwards. Donc, il y a quand même 2 personnes qui ont couru plus que Mark Ingram, et même 3 si on compte Lamar Jackson, d'ailleurs, qui a plus de courses. Oui, ça sent la fin quand même d'Ingram à Baltimore, je pense. C'était aussi, je trouve, un des faits de ce match. Du côté des Cowboys, donc tu l'as dit, ça a été très généreux sur les équipes spéciales. On l'a aussi dit, la défense s'est fait marcher dessus. Ils sont à 2 matchs de retard maintenant dans leur division. Ça semble quand même plutôt fini. Alors tout dépend, parce que c'est sûr que dans cette NFC Est pour le moins compliquée, ils ont toujours Philadelphie à la maison et les Giants en déplacement lors de la dernière semaine. Oui, Philadelphie, ça semble fini aussi. Hein. C'est surtout les Giants. Là, oui, non, au moins c'est peut-être des victoires qui peuvent leur permettre éventuellement de faire un rapproché, mais en effet c'est plus en l'occurrence la confrontation chez les Giants qui peut être précieuse à l'arrivée. J'étais un peu sceptique sur les Ravens, notamment parce qu'offensivement Dallas a quand même produit. Si je sais compter, il y a quasiment 400 yards offensivement pour les Cowboys. Il y a un jeu au sol qui a quand même pas trop mal avancé. Andy Dalton qui a pas démérité malgré son interception qui elle aussi doit être typée. Donc c'est vrai que, mais offensivement, c'est compliqué. C'est pas la première fois qu'on le dit. Là, en l'occurrence, c'est sûr que c'est une logique de vanter le bon retour en forme du jeu au sol de Baltimore. Mais il faut pas oublier que la semaine d'avant, il s'était fait marcher dessus. Alors je crois que c'était Washington. Il y a une autre équipe qui leur avait marché dessus au sol il y a pas si longtemps que ça. Donc ça commence à devenir un point un peu rédhibitoire pour espérer vraiment rester dans la course, au-delà bien entendu de ce qu'on disait, à savoir le jeu au pied qui a pas mal déçu, surtout avec un Greg Zuerlein qui normalement, sur longue distance, n'est quand même pas le kicker le plus décevant. C'est ton amour pour les kickers, mais en tout cas là, en l'occurrence, on est quand même censé avoir un botteur efficace quand il est loin, et là en l'occurrence, il y a eu du déchet. Ça s'annonce quand même comme un gros chantier à l'intersaison, hein, Dallas. Il y a beaucoup de trous. Et alors, Victor Roulier, que vous avez entendu dans l'émission Draft, d'ailleurs, nous en parlait sur le chat de la rédaction ce matin. Il posait la question, si tu es Dak Prescott, au final, est-ce que tu as vraiment envie de re-signer, ou est-ce que, par exemple, si un Indianapolis te dit, nous, on a une grosse ligne parce que tout le monde dit, est-ce que Dallas va le re-signer, mais lui, il peut se barrer s'il veut. À part s'il est tagué à nouveau. Mais... c'est possible, ça ? C'est son premier ou son deuxième, parce qu'il peut être 2 fois de suite. Il était tagué l'année dernière de mémoire. Alors c'est peut-être possible, je crois, en 3e, mais du coup ça ferait un montant démentiel dans le salarié cap. Oui, il me semble que c'est ça. Ouais. Je suis pas sûr que Dallas puisse se le permettre. Non. Ils ont fait quelques coupes en début de saison avec des joueurs qui étaient annoncés importants et qui finalement ne l'ont pas été. Mais je sais pas si, en l'occurrence, on sait qu'il y avait déjà des petites bisbilles, mais je te rejoins. Je pense que Prescott a tout intérêt à essayer de faire monter les enchères pendant l'intersaison si c'est lui en effet qui a la marge de manœuvre et que c'est pas sa franchise qui lui dit on te bloque quoi qu'il arrive. La question peut se poser parce qu'en effet il y a beaucoup de trous, notamment en défense, parce que je le répète, en attaque il y a quand même des armes, il y a une ligne qui a été dépeuplée notamment par les blessures,
Mais c'est vrai que défensivement, c'est pas possible de proposer la copie qui a été proposée par Dallas tout au long de la saison. Et le pire, c'est que c'est moins pire que ce qu'on voyait en début d'année. Donc voilà, ça en dit long quand même sur le niveau actuel de la défense. C'est pour ça que la question, ça pourrait être plus intéressant que prévu quand même à l'intersaison de Dak Prescott. Pour les Ravens, on l'a dit, ils sont dans la course au playoff. Alors ils sont 9e de la conférence AFC actuellement. Le calendrier, Browns, Jaguars, Giants, Bengals. Donc c'est quand même plutôt ultra jouable. Le prochain contre les Browns est capital puisque c'est un adversaire direct à la fois dans la division et à la fois dans la course au playoff. Mais ça semble faisable, non ? Oui, bah de toute façon, c'est vrai qu'on se posait la question il y a quelques semaines, notamment avec Raph, de savoir éventuellement à quel bilan il pouvait finir. Je persiste et signe. Je pense qu'il y a quand même une équipe qui, avec 10 victoires, peut finir sur le carreau dans cette conférence, vu comment ça bataille sec, au moins sur les 9 premières positions. Pour avoir les pattes, mais en tout cas, au moins sur les 9 premières, ça va être assez disputé. Baltimore est à 7. On est quand même en droit de se dire que les Giants à domicile et les Bengals à l'extérieur, vu leur situation actuelle, c'est quand même largement prenable. Les Jaguars à domicile aussi. Donc ouais, c'est sûr qu'il y a ce dernier succès qu'il va falloir assurer pour être totalement maître de son destin. Et c'est sûr que ce match à Cleveland, comme tu le dis, va être éminemment capital d'un point de vue comptable et puis aussi d'un point de vue psychologique, parce que voilà, se dire qu'on est passé derrière Cleveland dans la hiérarchie et qu'on a perdu là-bas, ça peut faire un petit peu mal à la tête. Je ne sais pas si c'était ta tournure de phrase, mais tu disais dernier succès assuré. Cleveland, c'est le prochain match, donc on va être vite fixé en l'occurrence. Oui, non, c'est pour ça. C'est pour ça. Vraiment la semaine à venir. Sinon, après, il va falloir cravacher, mais sans être vraiment maître de la situation, quoi. Mais c'est vrai que s'ils battent Cleveland derrière, ils peuvent faire tapis a priori quand on voit le calendrier. Donc ça peut être, ça va être décisif en tout cas, et on en reparle d'ailleurs très rapidement dans les pronostics. Mais d'abord la fiche de la semaine. Top flight on 3, 1, 2, 3, top flight! Bills, 9 victoires, 3 défaites. Steelers, 11 victoires, 1 défaite. Il y avait beaucoup de belles affiches cette semaine. On aurait pu en prendre d'autres. Mais on s'est porté sur ce match parce que les Steelers ont perdu leur première rencontre la semaine dernière. On en a parlé un petit peu dans l'émission du mardi, mais ça permet à la fois d'y revenir et de parler de Buffalo. Une équipe qui est très bien débutée la saison, qui a eu un petit coup de mou, qui est mieux maintenant. Donc, on peut aussi se poser la question un peu de leur niveau global. On va d'abord parler des Steelers. Grégory, ils ont perdu leur premier match la semaine dernière. Est-ce qu'ils pourraient bien en perdre un deuxième de suite ? Bah, en tout cas, oui, ça augure pas, ça laisse pas place à l'optimisme. On dira cette situation globale. C'est vrai que on l'a souligné. Alors que je rejoins ce qui a été dit mardi. C'est vrai que dévaloriser les 11 premières victoires, bon, je n'étais pas spécialement fan. Ils vont quand même gagner à Tennessee, à Baltimore, tout ça. Donc, c'est quand même compliqué de leur retirer ce mérite-là. En effet, contre Washington, tout n'a pas été très bien assuré, notamment d'un point de vue offensif, c'est moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que là, à Buffalo, ils affrontent vraiment une équipe qui est en pleine bourre, qui, elle, pour le coup, a eu sa période de mou, comme tu le disais, et ça reste un endroit où c'est difficile d'aller gagner, en l'occurrence. Donc, je te dirais que ça peut en effet être un match où Pittsburgh peut perdre pour la deuxième fois de suite. Mais en tout cas, il va falloir une très sérieuse remobilisation face à une équipe qui peut être à la fois dangereuse offensivement et surtout défensivement. Enfin, plutôt l'inverse. D'ailleurs, défensivement, mais surtout offensivement, vu ce qu'on a vu ces dernières semaines. Et du côté de San Francisco, c'est une équipe qui peut les prendre à rebours, en effet, sur pas mal de secteurs. Oui, comme tu as dit, on a dit qu'on n'était pas trop inquiet pour eux. Après, il y a une vraie bonne équipe en face. Si Josh Allen trouve quelques failles avec cette attaque si Josh Allen trouve quelques failles, je veux dire, est-ce que cette attaque de Pittsburgh peut suivre ? Parce que il y a une vraie question qui se pose là-dessus. Ils sont 21e sur les yards gagnés, 7e sur les points, 29e au sol, 14e à la passe. Ça tient à quoi une bonne dynamique pour cette attaque qui est quand même un peu moins rutilante, si je peux dire ça comme ça, sur les 2-3 dernières semaines? Je pense qu'un point important cette saison pour les Steelers, je trouve, c'est quand même leur ligne offensive, où il n'y a pas forcément que des top superstars, mais je trouve que même malgré les blessures qu'ils ont eues, ils ont toujours réussi à trouver des solutions, à protéger efficacement Big Ben, et c'est le plus important pour éviter que ça redevienne un petit peu l'élément un peu rédhibitoire auquel on avait pu assister la saison passée. Après, c'est sûr qu'on peut difficilement se permettre d'avoir aussi peu de jeu au sol que ce qu'on a eu contre Washington. En l'occurrence, où il y avait pas de James Conner, on est d'accord, mais il y a quand même des armes qui peuvent éventuellement assurer. Un Benny Snell à 8 portées, 5 yards. Normalement, on doit pouvoir faire mieux. En plus, contre Buffalo, qui cette année, contre la course, même s'ils n'ont pas toujours eu leur linebacker titulaire,
Bon, c'est pas une garantie le run-stop du côté des Bills. Donc là, très clairement, si on veut au moins réussir à enquiquiner cette équipe de Buffalo et comme tu le dis, suivre le rythme offensivement s'il y a des points, ce serait quand même une bonne chose d'avoir un jeu au sol capable de retirer un peu de pression des épaules de Roethlisberger. Les Steelers ont seulement encaissé 10 sacs cette année. C'est la meilleure ligne offensive de la ligue sur cette statistique. Mais est-ce que je sais pas, j'ai du mal à apprécier cette stat. Je me demande si elle n'est pas un peu trompeuse parce que, comme tu le dis, alors déjà les sacs ça dit pas tout parce qu'ils sont pas forcément efficaces au sol, on le voit. Et bon, est-ce qu'ils sont si efficaces que ça même en protection ou est-ce que Roethlisberger aussi joue vite? C'est peut-être un ensemble de beaucoup de choses, mais en tout cas, sur le pass pro, on voit quand même que c'est extrêmement cohérent. Là, pour le coup, contre Washington, je le dis, tout n'a pas été parfait, mais c'est quand même 0 sac concédé contre un des pass rush quand même les plus intimidants cette année. Et puis, on a quand même tendance, encore une fois, je le dis, à dévaloriser. C'est vrai qu'ils jouent à Tennessee où il n'y a pas de pass rush, on est d'accord. Maintenant, ils ont aussi joué chez les Giants, ils ont aussi joué... je prends les exemples qui me passent en tête, mais ils ont aussi joué Denver, Philadelphie, qui est capable, enfin plus Philadelphie en l'occurrence que Denver avec les blessures, mais des équipes qui sont capables de générer de la pression et pourtant ils ont souvent réussi à laisser le temps nécessaire à Roethlisberger qui certes est parfaitement capable de s'ajuster, qui est aussi capable de prendre un minimum de choc, même s'il est moins en état de le faire qu'à l'époque. Mais non, je trouve quand même que cette ligne a beaucoup de mérite et c'est pas le pass rush le plus convaincant qu'on ait vu à Buffalo depuis le début de l'ère Sean McDermott, mais il y a quand même possibilité de les enquiquiner en l'occurrence comme pouvait le faire Washington le week-end dernier. Donc c'est sûr que ce sera une clé, mais ça passe avant tout, je le répète, par un jeu au sol suffisamment efficace. Alors, on a l'air comme ça presque un peu négatif sur Pittsburgh, mais il y a évidemment un énorme point fort qui est la défense. 44 sacs pour les Steelers cette année, c'est le meilleur pass rush de la ligue. Et c'est là qu'on en arrive au test, le fameux test pour Josh Allen qui sort d'un excellent match. Ils ont la 3e attaque aérienne de la ligue, mais en face, il y a un énorme pass rush. Donc, on parlait des lignes offensives. Est-ce que celle de Buffalo va réussir à tenir cette armada de fous furieux qui va se précipiter sur Josh Allen, quoi? C'est une des principales questions. Alors, c'est sûr que la blessure longue durée maintenant de Bud Dupree retire une équation pour les Steelers, mais le danger peut venir tellement de partout que voilà, c'est quand même non négligeable, surtout qu'il y a des blessés sur la ligne de Buffalo. Je crois que Cody Ford est out également. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un match-up intéressant parce qu'il me semble avoir vu passer que Josh Allen, à chaque fois qu'il franchissait les 300 yards à la passe, permettait à Buffalo de gagner. Je crois qu'ils sont à 6-0 cette année quand Allen est à plus de 300 yards. Les 300 yards, il faut aller les chercher contre cette défense des Steelers, qui peut être dissuasive contre la course, mais qui peut l'être encore plus contre la passe, avec en effet le pass rush que tu cites, un TJ Watt qui met une pression constante. Je ne sais plus à combien de matchs de suite avec un sac il en est, mais il y a aussi ce backfield extrêmement fourni qui est capable de faire déjouer n'importe quel quarterback. Et notamment ce duo de safety, puisqu'on sait que Dawson Knox peut être une option, ou en tout cas les slot receivers, ce duo de safety qui peut également se régaler. Donc c'est même plus là-dessus que pour moi, le vainqueur du match-up pourrait déterminer le vainqueur du match. Mais c'est sûr que là, en l'occurrence, Josh Allen est en pleine bourre de ce qu'on voit ces dernières semaines. Ouais, et ça va être encore une fois, c'est cliché, mais c'est un bon test et ça va être un vrai révélateur parce que là, si tu bats les Steelers, tu montres quand même que tu peux être un sacré trouble fait en playoff, quoi. Ah oui, bien sûr, t'affiches clairement la couleur, un point sur lequel on peut être sceptique. Très clairement, ça va faire un petit peu poncif, mais on a presque la sensation que le match qui les a libérés et sortis de la torpeur, c'est ce match face aux Patriots à domicile. Avec le fumble de Cam Newton sur le dernier drive, où on sentait que vraiment ils étaient dans le dur. À Tennessee, ils prennent vraiment un bouillon et derrière, le doute s'installe avec la défaite contre Kansas City et tout. Et là, vraiment, ce match gagné dans les circonstances dans lesquelles ils l'ont gagné, ça les a vraiment reboostés. Josh Allen le premier, et on sent qu'il y a quand même une grosse émulation et clairement pas la même dynamique en tout cas qu'à Pittsburgh où paradoxalement il y a une meilleure fiche, mais il y a des dernières semaines un petit peu qu'à 1-1, ils arrivent à battre Baltimore, mais tu le disais avec un Griffin qui sort en plus sur blessure en cours de match. Donc voilà, c'est sûr que s'ils peuvent compter sur leur défense, c'est bien, mais est-ce qu'ils peuvent le faire sur tous les matchs, surtout contre cette équipe de Buffalo, cette attaque de Buffalo qui a l'air un petit peu énervée, alors, rien n'est moins sûr. Donc, il faudra suivre ça. Et pour les Patriots, pour la victoire pour les Patriots des Bills, je pense qu'il y a vraiment un côté libération. Il fallait enfin prendre cette AFC Est, quoi. Bien sûr. C'était symbolique. Maintenant, la prochaine étape, c'est vraiment de dire est-ce qu'on peut jouer avec les cadors de la conférence et est-ce qu'on peut aller loin en playoff et capitaliser là-dessus et vraiment avoir une sorte de sérénité au plus haut niveau comme peuvent avoir d'autres équipes solides. Je ne sais pas si ça dédouanera forcément les questions parce que
comme pour Lamar Jackson, il y a forcément un moment où Oui, on va se dire tiens, il y a Josh les Allen en playoffs. playoff, est-ce que ça sera la même chose? Évidemment. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut le rebooster un petit peu, de réussir non seulement à battre une équipe des Steelers, leader ou co-leader de l'AFC à l'instant où on se parle, et en plus de réussir une grosse performance contre une bonne défense, si vraiment grosse performance il y a. Ah bah, les Steelers sont la deuxième défense contre la passe, hein. Donc clairement, il y a un truc qui se joue là. Moi, évidemment, c'est pas dramatique s'ils perdent. Ce sera juste qu'ils sont au niveau où ils doivent être. Mais voilà, moi, je suis impatient de voir si ces Bills, ils peuvent, tu vois, frapper un grand coup comme ça. Et parce que c'est excitant sur le papier de se dire s'ils arrivent en playoff avec Stephon Diggs, avec bon, il y a Brand qui est blessé en ce moment, si je dis pas de bêtises, mais Il y a Bisley voilà, qui sort d'un gros match. Ouais. il y a Bisley, voilà, qui sort d'un gros match. Bah, il commence à y avoir une vraie équipe quoi, qui se construit du côté de Buffalo, qui pourrait vraiment s'établir peut-être pour plusieurs années avec Josh Allen, à être là régulièrement en playoff, à être régulièrement dans ces gros matchs. Et j'ai l'impression que c'est un peu leur baptême quoi, de ces trucs-là. Alors justement, il y en a eu un déjà contre Kansas City, ça s'est pas bien passé. Est-ce que ça va bien se passer là? Ça pourrait être l'occasion vraiment de rentrer quoi, un peu dans ce… Pas dans ce club, parce que je pense qu'il faut plusieurs victoires contre des grosses équipes et atteindre régulièrement les playoffs mais voilà, tu commences vraiment à t'établir dans le premier tiers de ta conférence sur le long terme et on te regarde comme tel, quoi. Donc voilà. La question maintenant, c'est de savoir, est-ce que tu penses qu'ils peuvent le faire? Il y a la question du prime time qui va forcément être à prendre en compte de par ce que j'expliquais par rapport à Josh Allen et ce que tu évoquais notamment avec le test contre Kansas City qui était lui aussi en match de soirée. Maintenant, ouais, je vois quand même Buffalo à domicile capable de vraiment continuer de surfer. Je sais pas, j'ai pas tous les scénarios en tête concernant les possibles qualifications. Enfin, je sais qu'ils sont toujours à la bourre avec Miami et que ça reste extrêmement resserré dans la FC. Mais cette victoire contre les Steelers, au-delà de l'aspect purement psychologique, ça peut quand même leur permettre de faire un énorme pas vers la qualification. Donc, je dirais quand même Buffalo de mon côté. Pittsburgh a un peu moins le couteau sous la gorge, on va dire, d'un point de vue qualif. On va le dire beaucoup, je pense, hein, mais cette semaine est très très difficile à pronostiquer. Je trouve, on verra. Elle l'était déjà pour moi la semaine dernière. Oui. Donc elle l'a encore plus. On va en reparler. Je vais dire les Steelers pour la réaction parce qu'ils sortent de matchs compliqués, dont une défaite, que Mike Tomlin n'est pas content, je pense qu'ils sont tous généralement pas contents et qu'il y a l'occasion d'en mettre justement un coup à une équipe qu'on annonce un peu sur la pente ascendante. Donc, je vais miser sur la réaction comme ça, mais comme je pense les 3/4 des matchs de cette semaine, ça peut aller dans tous les sens et je serais étonné d'aucun résultat. Donc, je vais dire Buffalo parce qu'il faut pronostiquer quelque chose, mais ça va être un très très beau match. Donc ne le ratez pas si vous avez l'occasion. Nous, on passe au pronostic. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our job to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir! Here we go, work on three. 1, 2, 3, work! Les pronostics de la semaine. Grégory, alors tu l'as rappelé, ça a été une semaine un petit peu compliqué pour toi. Alors, je me permets de sortir le mail de Joachim qui tient les comptes de nos pronostics et je le remercie qui m'a envoyé un mail disant Salut Alain, que dire? Tu as presque tué la compétition. Raphaël te résiste encore, mais tu as lâché Grégory tel Froome dans les grands cols. Camille prend un nouveau point à Raoul. Le fichier est en pièce jointe. Bonne semaine. Il précise je vais aller faire un tour en forêt avec le podcast dans les oreilles. C'est un très bon choix. Merci Joachim encore pour les comptes. Oui, parce qu'on a vécu une très belle semaine. Je dois le dire. J'essaie de pas trop pavoiser parce qu'en vrai, j'ai les jetons. Ça se passe beaucoup trop bien. Alors, Grégory, tu sors un 8 la semaine dernière sur 15. Ouais. Raoul à 9. Camille à 10, Raphaël à 11 et moi-même à 12. Donc, c'est vrai que ça se passe bien au général parce que je suis à 135. Raphaël est à 6 points à 129. Tu es à 10 points à 125. Camille est relégué à 13 points à 122. Et Raoul, je ne compte même plus, il est à 118. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Mais j'ai peur. Attention, hein, les points valent double. Hein, Non, mais c'est ça, j'ai trop peur. Tu sais, je me sens… Parce que j'aime pas être leader, déjà, de base, comme ça, dans ce genre de truc-là. Je me sens, tu sais, comme Sylvain Chavanel échappé en 2001, au début d'une étape de montagne, en sachant qu'il y a Lance Armstrong qui revient derrière. Tu vois, je serais pas tranquille tant que j'aurais pas vu la ligne d'arrivée parce que il y a t'avais aucune autre référence que Chavanel, c'est formidable. C'est parce qu'on a fait un channel random où il y avait un jingle où il y avait une remontée d'Armstrong sur Chavanel, donc c'est le premier truc. Brioche la boulangère quand même.
Ah ça, tu vois, je me rappelais plus. Ouais. Donc voilà, ça fait en effet une semaine où t'as pris un peu cher. Alors d'ailleurs, Oui. on m'a pas expliqué tous tes pronostics de la semaine dernière, mais je voulais juste revenir sur un. Pourquoi t'as pas fait confiance à Matt Stafford que tu loues depuis des années et tu paries sur une équipe qui a Mitch Trubisky en face? Je sais pas, parce que je faisais confiance à la défense de Chicago, mal m'en a pris, donc Tu vois, voilà. il t'a puni de ton infidélité, Stafford. C'est tout ce que. Ça Autant doit être ça. je Mais commence. on va dire qu'ils m'avaient pas récompensé la semaine d'avant quand ils avaient perdu contre Houston. Donc C'est vrai. voilà. Détroit, ça fait partie de ces équipes Détroit, c'est dur. pénibles cette année, pour ne pas Mm. dire autre chose. Donc, Mais en fait, c'est celui qui m'a le plus étonné. En fait, quand je surveillais les résultats, tu vois, je me disais, mais pourquoi il n'a pas parié sur non, mais je te dis, Stafford? Cleveland et Minnesota, je sais que cette année, c'est dur aussi. Allez, match dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h20. On a à nouveau un match du jeudi, parce qu'il n'y en avait pas la semaine dernière, mais là, c'est de retour. Il faut suivre. Rams, 8 victoires, 4 défaites. Patriots, 6 victoires, 6 défaites. Bon, c'est pas Anthony Lynn en face pour cette fois, de Bill Belichick. Et surtout, c'est Aaron Donald en face. Donc, ça va peut-être être un peu plus dur de trouver une fenêtre. Et ça va pas être facile pour Cam Newton. Oui, bah, comme tu as dit, non, je pense que par rapport au week-end dernier, bon, c'est sûr que ce sera encore une équipe de Los Angeles, mais je pense qu'en effet, niveau équipe spéciale, ce sera peut-être pas la même prestation de la part des Rams. J'ai dans l'idée qu'ils sont quand même un peu plus disciplinés que les Chargers. Ils sont quand même un peu plus complets offensivement et défensivement cette saison. Et ils sortent quand même d'une victoire qui leur a fait du bien au moral du côté d'Arizona, qui leur a fait du bien dans l'optique de la division et en plus dans l'optique de la conférence avec la défaite des Seahawks dans le même temps. Donc ouais, c'est un match sur lequel il faut pas présager. On a vu que Belichick avait quand même out-coaché McVay lors de leur opposition au Super Bowl. Donc on ne sait pas à quel point il y a des séquelles qui ont été laissées avant leur retrouvaille de ce jeudi. Mais en l'occurrence, oui, c'est sûr que les Rams présentent le plus de garanties pour éventuellement continuer de se battre pour la tête de la NFC West. Oui, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire, mais Mais les Pats sont en confiance, hein. Ils viennent quand même de battre Arizona et les Chargers. Non, mais c'est ça que j'allais dire. On oublie un peu, mais ils sont à 6-6 et ils peuvent se battre encore dans l'AFC. Hein. Ce que j'allais dire, c'est qu'il a outcoaché, tu disais McVay au Super Bowl, mais en plus, c'est Jared Goff en face. Jared Goff sort d'un bon match. C'est pas à exclure qu'il fasse un mauvais match face à une défense coachée par Bill Belichick. Hein, donc, oui, on a vu, bon, encore une fois, on va pas tout échelonner au Super Bowl parce qu'il y a du temps qui s'est passé depuis. C'est un moment. On a vu qu'ils avaient quand même réussi à museler comme il fallait Aaron Donald. Alors, c'est vrai qu'ils ont quelques petits soucis sur la O-line cette année, même s'ils ont quand même trouvé des solutions. Je pense à McConaughey notamment. Mais ouais, non, il y a toujours, il ne faut jamais sous-estimer Belichick. On le dit, on le répète. Hein, donc, s'il a un bon plan, il peut enquiquiner cette équipe des Rams, même en déplacement. Bon, Rams quand même. Oui, Rams quand même. Allez, Rams. Dimanche 19h, Bears 5 victoires, 7 défaites, Texans 4 victoires, 8 défaites. Bon, là, c'est le symbole d'une semaine très compliquée pour les pronos, mais dans le sens des matchs pourris, parce qu'il y en a quand même quelques-uns avec des équipes de la loose où tu sais pas qui va être le plus nul. Les Texans, tu peux parier pour Deshaun Watson, mais il n'y a pas grand-chose autour. Les Bears, tu peux parier pour la défense, mais il n'y a pas d'attaque. Et encore la défense. Ouais. Wow. Mais en même temps, Deshaun Watson, il se débrouille vraiment, vraiment tout seul en ce moment. Will Fuller est suspendu. Je sais pas. Je vais dire. Écoute, vas-y. Non, je vais presque dire les Bears, mais ils ont perdu 6 de suite en même temps. Bah, c'est ça. Je me dis, bon, il y a quand même un sursaut d'orgueil à un moment donné qui va arriver. Contre Détroit, c'est difficile parce que franchement, ils mènent tout le match et ils font un peu ce qu'avait fait Détroit justement au match aller face aux Bears. Ils s'écroulent tout seuls en fin de match. Ils donnent le match quasiment dans une rencontre qu'ils doivent gagner 9 fois sur 10. Je me dis contre une équipe comme Houston, alors c'est sûr que le problème c'est qu'il y a c'est la mauvaise attaque de Chicago contre la mauvaise défense de Houston. Donc comme tu le dis, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. J'ose croire que Chicago va se remettre un tant soit peu dans le bon sens, surtout qu'ils sont qu'à une défaite d'Arizona, qui est 7e pour l'instant. Donc bon, autant c'est très élevé dans la AFC, autant dans la NFC, mais avec un bilan négatif pour l'instant, on peut croire en playoff et pas seulement en NFC Est. Donc je dirais quand même Chicago, mais bon, sans plus de conviction. Bon allez, Chicago pour tout le monde. Du côté de Bengals, 2 victoires, 9 défaites, 1 nul. Cowboys, 3 victoires, 9 défaites. Là encore, on a du bon match de la loose. A priori, les Cowboys ont plus d'armes, donc je vais partir sur les Cowboys pour ça. Tu l'as dit, ça a un peu tourné en attaque. Et comme il n'y a vraiment pas grand-chose du côté Bengals cette année, on va dire Cowboys.
Ouais, alors c'est sûr que les Bengals ont eu un peu de cadeau de Miami la semaine dernière, mais bon, on voit qu'ils ont quelques petits sursauts d'orgueil. Et puis c'est typiquement le genre d'équipe qui est capable de gagner dans des matchs où en fait, faut pas qu'ils gagnent. Mais en vrai, je vais quand même dire Dallas, en effet, qui a montré un peu plus de choses récemment. Dolphins 8 victoires, 4 défaites, Chiefs 11 victoires, 1 défaite. Ça aurait pu être une des affiches de la semaine. C'est une belle opposition. Est-ce que tu penses, puisque avec Raphaël, on est dans la team believer de Patrick Mahomes à tout moment, Chiefs, etc. Est-ce que tu penses c'est que ce que la je me suis défense, laissé dire, ouais. voilà, est-ce que tu penses que la défense de Miami et Tua Tagovailoa peuvent en faire assez pour créer une surprise? Ça peut être un match piège, très très clairement. Maintenant, j'essaie juste de revérifier. Les derniers matchs de Miami sont pas foufou, hein. C'est Non. vrai que bon, on s'est beaucoup arrêté à raison sur notamment la victoire à Arizona où Tagovailoa avait pas démérité. Mais c'est vrai que depuis le match à Denver, c'est dur. C'est dur pour Miami et tu vois, tu me posais la question tout à l'heure pour Buffalo, savoir s'ils pouvaient le suivre, pour Pittsburgh, pardon, savoir s'ils pouvaient suivre le rythme offensivement. J'ai du mal à croire que Miami offensivement pourra suivre le rythme de Kansas City. Bah, il y a une marge là encore dans les deux domaines. Malgré tout le bien que je pense de cette défense des Chiefs, hein, comme on le sait. Mais ouais, non, ça me paraît quand même un peu compliqué. Ils ont l'air d'être un peu dans le dur, même s'ils gagnent les matchs. Mais ouais, j'ai un peu peur que sur ce match-là, ça suffise pas. Donc victoire des Chiefs pour moi. Chiefs aussi. Giants 5 victoires, 7 défaites. Cardinals 6 victoires, 6 défaites. C'est intéressant ça parce que la défense des Giants est en pleine bourre et les Cardinals sont en pleine galère offensive. Donc, et ça va pas être facile de retrouver son jeu au sol contre New York. Donc c'est un vrai match compliqué pour les Cardinals. Je pensais pas dire ça il y a quelques semaines, mais c'est un vrai match compliqué pour les Cardinals. Bah écoute, je vais pas faire le pseudo Nostradamus. C'est vrai que j'avais anticipé il y a quelques semaines de ça ce match-là comme un match piège pour Arizona chez les Giants. Je vais difficilement te dire que j'ai changé d'avis désormais, vu la situation des Giants qui sortent en plus d'une belle prestation. Alors c'est sûr qu'offensivement tout n'est pas parfait, mais encore une fois, quand tu vas gagner à Seattle avec Colt McCoy et Wayne Goldman, tu as quand même moyen de te dire que Arizona à la maison, dans la forme qu'est la leur, alors il y a toujours des menaces offensivement. Il faut toujours trouver des moyens de stopper Kyler Murray, il faut toujours trouver des moyens de stopper DeAndre Hopkins. Après, ils ont un James Bradbury qui est quand même assez costaud depuis le début de la saison. Alors, je dis pas qu'il est capable de stopper sur la durée un Hopkins. C'est pas le même acabit que Jalen Ramsey, mais en tout cas, c'est un excellent corner. Et il y a quand même moyen de les dissuader à ce niveau-là. Et je t'avoue que ouais, c'est un match où on voyait le vainqueur de NFCS avec une fiche négative. Les Giants, ils vont recevoir Arizona et Cleveland. Ils peuvent se retrouver à 7-7 en vrai. Moi, je les donne pas favoris dans ces deux matchs, mais Non, je ne dis pas qu'ils sont favoris, mais bon, on sait jamais, on a beaucoup présagé. ouais. Encore une fois, il leur reste 3 matchs sur 4, je crois, à jouer à la maison. Et là, en l'occurrence, c'est vrai que ce match contre Arizona, ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais j'aurais quand même tendance à faire confiance à la défense des Giants pour aller éventuellement épingler Arizona. 4e défense au sol pour les Giants cette année. Si j'étais vraiment très méchant, je dirais qu'ils ont stoppé Russell Wilson, donc ils peuvent stopper le Russell Wilson du pauvre. Oh, alors ça, n'hésitez pas les fans des Cards, lâchez-vous dans les commentaires. J'aime bien ces comparaisons toujours. Moi, je vais quand même donner les Cardinals, tu vois, comme ça je me rattrape. Parce que c'est très sérieux sur les Giants et je suis assez convaincu par ce qu'ils font, il n'y a pas de souci. Mais après, il y a le retour de Larry Fitzgerald, il y a beaucoup de cibles, donc je pense quand même que c'est un match sur lequel ils peuvent se relancer. Moi, c'est quand même le coaching qui me fait peur. Moi, je le répète, j'ai jamais été un fan de Kingsbury depuis son embauche. C'est quand même un mec qui a été viré d'une université au niveau relatif. Donc ouais, et on sent, Raph en parlait mardi, que je sais pas, il a du mal à insuffler cette impulsion, alors que paradoxalement, j'ai presque envie de dire que les playoffs tendaient les bras aux Cards vu comment derrière ça trébuche. J'ai un petit peu peur de cette fin de saison un peu casse-gueule. On précise pour les auditeurs qui nous découvrent évidemment qu'en termes de jeune coach à l'arrivée de la NCAA, Grégory est plutôt team Matt Rhule, Joe Brady que team vraiment. Cliff Kingsbury. Je suis plus Brady que Rhule, mais oui, bon, bah. c'est toujours mieux Kingsbury. Voilà, vous avez compris. Tampa Bay Buccaneers, donc tu as dit Giants et je dis Cardinals, je rappelle. Buccaneers 7 victoires, 5 défaites, Vikings 6 victoires, 6 défaites. On est dans la course au playoff NFC, c'est très important parce que ce sont deux équipes qui jouent une place en wildcard. Les Buccaneers sortent d'une semaine de repos, ils sont plus reposés et puis a priori, ils ont quand même l'air plus complets.
Ouais, j'en parlais tout à l'heure. Moins de jeux au sol. Minnesota, bon, c'est une équipe chiante à pronostiquer, on sait jamais. Ils se font dominer de la tête et des épaules par Atlanta à domicile, et puis ils vont gagner avec la manière à Green Bay. Donc, j'avoue, c'est une équipe d'une semaine sur l'autre, surtout avec Tampa. Ce que montrent les Bucks depuis quelques semaines, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus rassurant. Après, oui, en effet, je vais rester un peu caricatural, mais je pense que Tampa Bay a les moyens de contrer Dalvin Cook. Alors attends, je t'aide, toi qui as du mal avec les Vikings. Je te donne les 2 scénarios possibles du match, et comme ça, tu n'as plus qu'à choisir. Les Vikings n'arrivent pas à avancer au sol. Tom Brady trouve du monde sur ses passes en profondeur. Les Buccaneers en collent 40, c'est fini. Deuxième scénario, Dalvin Cook et le jeu au sol marchent. Ils font 250 yards au sol, Brady voit le ballon 20 minutes et les Vikings gagnent. Ouais, je pensais que j'étais caricatural tout à l'heure. C'est tout ou rien, Minnesota. Voilà. C'est tout ou rien, Minnesota. Non, Buccaneers, pour moi, en effet, tu le dis, en plus, ils sortent d'une bye week. Ouais. Je pense quand même qu'ils ont les moyens de se lancer sur ce match. Buccaneers aussi. Panthers, 4 victoires, 8 défaites. Broncos, 4 victoires, 8 défaites également. C'est pareil, c'est du match pas facile à pronostiquer, mais parce que c'est du fond de tableau. Christian McCaffrey sera de retour pour l'information. Les Panthers semblent quand même beaucoup plus disciplinés et beaucoup mieux coachés et beaucoup plus propres, ce qui est quand même une indication générale dans ce genre de match. Les Broncos sont à moins 17 sur les turnovers. Ils sont à 11 ballons volés pour 28 perdus. C'est le pire différentiel de la ligue et de loin. Donc, je vais aller sur les Panthers à cause de ça. Ouais, c'est ça. Bon, la fiche des Panthers, encore une fois, n'est pas flatteuse, mais franchement, il n'y a pas. Ils n'ont pas été aidés par les blessures ces dernières semaines. Et puis, il y a cette fameuse barrière de la jeunesse dont on parlait. Mais je pense qu'il y a quand même les moyens de battre Denver, même si les Broncos ne déméritent pas depuis le début de la saison, mais ils restent plus que limités, tu le disais, en termes de perte de balles. Jaguars, 1 victoire, 11 défaites. Titans, 8 victoires, 4 défaites. Les Titans qui doivent essayer de se refaire après une défaite assez large contre les Browns. Attention quand même à ces Jaguars accrocheurs. C'est un peu la même chose toutes les semaines. C'est-à-dire qu'on dit telle équipe est grandement favorite et puis les Jaguars, ils s'accrochent. Donc, il faut faire attention à ça. Mais sur le papier, encore une fois, les Titans, ils ont plutôt l'avantage en dehors du fait qu'ils n'ont pas de pass rush. Après, se faire punir par Mike Glennon et DJ Shark. Alors, j'ai l'impression qu'avec Glennon, ça tourne un peu mieux qu'avec Luton, oui. Paradoxalement. J'ai l'impression que c'est pas extraordinaire, hein. Attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit, mais ça a l'air en tout cas un peu moins sujet, notamment en perte de balles. Et il faut pas oublier, Jacksonville l'année dernière, au match aller, du côté de Najee, il avait donné beaucoup de fil à retordre à Tennessee. Hein. Il me semble qu'il y a une interception sur le dernier drive qui permet aux Titans de s'imposer, mais Jacksonville aurait pu éventuellement au moins arracher la prolongue. Je dis Tennessee parce qu'ils sortent quand même d'une petite fessée en première mi-temps contre Cleveland. Je pense que ne serait-ce que d'un point de vue égo, et visiblement Mike Vrabel a l'air de beaucoup jouer sur cette ficelle, je pense qu'ils vont avoir à cœur de réagir. Les Jaguars ont vu qu'il y avait une petite porte avec les Jets qu'on fallait gagner le week-end dernier. Ils n'ont peut-être pas perdu l'espoir, Trevor Lawrence, sait-on jamais. Doug Marrone n'a pas fini de s'aborder son équipe, faut pas le sous-estimer. Donc Tennessee pour moi. Tennessee également pour moi. On passe à 22h le dimanche. Raiders 7 victoires, 5 défaites. Colts 8 victoires, 4 défaites. Là encore, c'est de l'opposition directe entre deux équipes dans la course pour une wildcard. Est-ce que c'est un peu force contre force, attaque des Raiders contre défense des Colts? On peut le voir comme ça. On peut le voir. Après, je ne sais pas si c'est faiblesse contre faiblesse dans l'autre sens. Je suis un peu moins inquiet par l'attaque d'Indianapolis que par la défense des Raiders. Vous en parliez, c'est vrai que c'est quand même un petit peu délicat depuis le début de la saison, notamment en termes de couverture. Je trouve que c'est quand même pour le moins délicat du côté de Las Vegas. Et il faudra voir est-ce que ça leur coûte pas les playoffs à l'arrivée. Maintenant, franchement, le match chez les Jets, c'est vrai qu'on retient le fait qu'ils ont failli perdre. Sans Joe Jacob, je ne sais pas s'il est de retour. Je ne vais pas dire de bêtises. C'est pas sûr. Oui. C'est pas sûr encore. De ce que je me souviens, c'était pas encore sûr. Ça reste conditionné. Après, là aussi, je me dis, ils ont quand même pris une trempe à Atlanta et ils sont passés tout près de la désillusion chez les Jets. Je les vois éventuellement réagir contre Indianapolis, mais en effet, c'est un match où on peut jeter la pièce. Il y a la problématique Joe Jacobs d'un côté, il y a la problématique Philip Rivers de l'autre. Et même si, je ne suis pas un fan absolu de Philip Rivers, ça a l'air quand même d'être un peu meilleur que Jacoby Brissett. Donc, c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers Las Vegas sur ce match-là, mais ça va être très, très serré. Alors, j'ai dit une petite bêtise. Josh Jacobs a quand même des chances de revenir, des bonnes chances même, selon John Gruden à la presse. Je tenais au courant. Oui, je sais pas, moi, la défense des Raiders,
me fait un peu peur et risque d'être un peu courte quand même contre ces Colts. Il y a seulement 15 sacs pour les Raiders cette année. Il n'y a que 3 équipes qui font pire. Si on laisse le temps à Rivers que ça se passe bien cette année. T.Y. Hilton s'est réveillé. Donc moi, je vais partir sur les Colts pour ces raisons-là. Et ouais, les Raiders sont quand même un peu chancelants là, depuis 2 semaines. Donc je vais attendre que ça reparte pour reparier sur eux. Ah oui, t'as quitté le bandwagon momentanément alors. Ah non, c'est juste que je veux gagner les pronos. Après, je serais très content pour eux qui gagnent, tu vois. Mais alors après les Cards, des fans des Raiders, lâchez-vous. je ne me laisse pas influencer par le cœur pour ce qui est des pronostics, tu vois. Genre, moi, je vise que la gagne. Là, tu vois, c'est tout à ton honneur. La tête dans le guidon pour regarder la métaphore de tout à l'heure. Seahawks 8 victoires, 4 défaites. Jets 0 victoire, 12 défaites. A priori, il y a de quoi se refaire pour les Seahawks. On a vu la semaine dernière qu'il ne faut pas enterrer les Jets. Mais bon, la défense de Seattle joue mieux. Les Jets ont un changement de coordinateur défensif à gérer. Ça semble quand même faire pas mal de choses pour que Seattle l'emporte. Mais on a vu que Russell Wilson n'était pas au top ces derniers temps. Donc, ouais, après je te dis, c'est sûr qu'il y a toujours plus de vie chez les Jets ces dernières semaines, mais de là à éventuellement, là typiquement on parle d'équipe avec du caractère, je pense que je vois pas les Seahawks après entre guillemets, avec des grosses guillemets, c'est de taper la honte à domicile contre les Giants, être l'équipe qui offre aux Jets la première victoire de la saison, ça me paraît quand même très très étonnant. Donc voilà, ça me paraît compliqué que Seattle ne gagne pas ce match en l'occurrence. Seattle pour moi aussi évidemment. 22h25, Lions 5 victoires 7 défaites, Packers 9 victoires 3 défaites. Bon, c'est passé contre les Bears pour Détroit, mais Green Bay ça paraît quand même plusieurs classes au-dessus. Détroit a une des pires attaques au sol, donc ils pourront même pas profiter de la principale faiblesse de Green Bay, tu vois, on se disait au cas où. Là tu vas pas jouer Stafford là. Hein. Là je ne vais pas jouer Stafford parce que le mec d'en face est un peu plus fort, donc je vais jouer Aaron Rodgers. Encore une fois, ils auraient une attaque au sol de feu, tu peux toujours taper Green Bay comme ça, mais là même pas, donc Packers. Oui, Packers aussi, ouais. Ça a l'air de reprendre un temps soit peu. Donc, il faudrait quand même en trouver un peu plus. On va dire qu'il faut se mettre en mode Kansas City en fin de saison régulière de l'année passée. Mais voilà, si ça peut passer déjà par une victoire contre Green Bay, contre Détroit à Détroit, ce sera pas mal. Eagles 3 victoires, 8 défaites. Saints 10 victoires, 2 défaites. N'oublie pas match nul quand même. Ah oui, un nul pour les Eagles, pardon. Jalen Hurts, c'est parti, et contre une des défenses les plus bouillantes de la ligue, donc ça sent quand même le beau cadeau empoisonné. C'est ça. Greg, alors, comme il a joué qu'une demi-match, est-ce que tu peux rappeler c'était quoi son profil un peu en arrivant en NFL à Jalen Hurts, je vais jamais y arriver, qui a été drafté donc au second tour par les Eagles lors de la dernière draft? Son profil, c'est quand même un quarterback plutôt mobile. Qui n'a pas une lecture assez folle. On va dire que oui, c'est un quarterback plutôt mobile, mais avec une mobilité plus dans le sens Cam Newton que Lamar Jackson, quoi. C'est pas un feu follet dans la poche. En tout cas, c'est un quarterback qui, comme vous le disiez en début de semaine, apporte peut-être un peu plus que Carson Wentz dans le côté prolongation du jeu et possibilité éventuellement de trouver des receveurs démarqués. Après, il a quand même, ça a été une petite surprise de le voir drafté au 2e tour, même s'il a joué à Alabama et que il a été champion, mais plus ou moins dans l'ombre de Tagovailoa à l'époque, qu'il est parti à Oklahoma avec un style de jeu qui était censé être un peu plus aérien, mais on voit quand même qu'il y a beaucoup de limites dans la lecture de jeu. Et c'est vrai que contre cette défense des Saints, c'est quand même pas le meilleur cadeau possible pour éventuellement se mettre en confiance. Après, je ne souhaite qu'une chose, c'est me tromper, mais ouais, ça peut être une solution pour reconcentrer un peu Carson Wentz. Est-ce que c'est vraiment un cadeau pour dire attention, Jalen Hurts arrive, vous allez voir ce que vous allez voir? J'en suis pas persuadé pour les Eagles. Donc j'irai à Nouvelle-Orléans. Oui, pareillement, c'est encore une fois, c'est pas un cadeau de lui faire. Donc, d'autant que Drew Brees pourrait revenir. On sait qu'il a recommencé à s'entraîner, donc là pour l'instant rien n'est confirmé, mais en tout cas je vais partir sur les Saints aussi. Encore une fois, ils sont chaud bouillants, donc ce sera sûrement mieux qu'avec Carson Wentz parce qu'on part de loin, mais ça va être compliqué pour Jalen Hurts dans cette première. Chargers 3 victoires 9 défaites, Falcons 4 victoires 8 défaites. Celui-là aussi il n'est pas facile à pronostiquer. Les Falcons ont des vétérans, les Chargers ont Anthony Lynn. C'est pas un match qui m'inspire grand chose, je vais pas te mentir. Justin Herbert est un peu en difficulté quand même sur les 2 derniers matchs. Mais bon, la défense des Falcons, c'est pas non plus Bill Belichick qui l'amène, quoi. Donc,
Ah bon? Ouais. Je sais pas Ah, quoi. c'est gentil de me l'avoir dit. Ben ouais. Je sais pas quoi penser, pronostiquer. Je vais dire moi, Falcons forcément, sur c'est les plus vétérans. simple. Hein. Ouais. Ah, quoique, attends, ma nouvelle stratégie. Ah, j'avoue, je sais pas. Hein. Ouais. Moi, je dis Falcons sur les vétérans. Ils sont capables de le perdre, en vrai. Franchement, c'est bien un match qu'ils sont capables de laisser filer. Parce que tu dis, ils ont Anthony Lynn de l'autre côté, il y a Dirk Cutter quand même. Hein. Quand on voit ses appels de jeu sur le dernier drive, c'est ouf. Bah, c'est pour ça que je dis, Chargers pour moi. je crois que ces matchs sont les pires à pronostiquer cette semaine. Ouais. Bon, Falcons, mais ouais. 49ers, 5 victoires, 7 défaites. Washington, 5 victoires, 7 défaites. Probablement pas beaucoup de points. Washington a la 4e défaite de la Ligue. Les défense de la Ligue, pardon. Les Niners sont 6e malgré tous les absents. C'est un match qui va se jouer sur peu de choses, j'ai envie de dire. Et les Niners, je regardais les ballons perdus, on perd étonnamment beaucoup. 22 cette année, c'est le 3e pire total de la Ligue. Ce qui n'est pas forcément dans leurs habitudes de ces dernières années. En tout cas, pas de mémoire. Non, Ouais, ils n'ont pas le même effectif non plus. Alors non, ils n'ont pas le même effectif, c'est pour ça. Mais donc, c'est pareil, je ne sais pas trop quoi penser parce qu'il y a quand même Shanahan d'un côté avec une équipe qui arrive à faire correctement jouer, qui est à peu près dans tous les matchs, malgré son manque de matos. Et Washington qui se débrouille bien avec son front seven et qui fait. Je suis pas sûr que ce soit la première fois, mais il y a Alex Smith qui revient à San Francisco quand même. C'est vrai. Ouais, ça a dû lui arriver avec Kansas City. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais bon, on n'est pas sûr. Donc, je ne sais pas quoi pronostiquer sur celui-là non plus. Je commence. Je sais plus. Je te dirais San Francisco. À mon sens, je trouve qu'ils ont une O-line qui est un peu moins perméable qu'à une certaine époque. Ça a l'air de s'être un peu plus ajusté à ce niveau-là. Donc, pour contrer éventuellement le principal point fort de Washington. Après, ils sont tellement fait ouvrir dans les airs et on a vu la prestation d'Alex Smith contre Pittsburgh qui était pas déshonorante. Bah ouais, c'est ça. Donc ouais, et San Francisco a perdu à domicile contre Philadelphie, donc c'est pas forcément ce qui nous rassure non plus. Maintenant, je vois quand même San Francisco s'imposer. Oui, moi, sans plus de conviction. J'étais parti sur San Francisco aussi. J'ai juste peur d'être sanctionné encore une fois de ne pas avoir cru en Washington. Bah moi aussi, je te le dis. Là, franchement, je pourrais jeter la pièce. Hein, j'en ai une juste à côté de moi si tu veux. Mais c'est vraiment franchement, je dirais les Niners sans plus de conviction. C'est vraiment pas des matchs faciles. Bills Steelers, pardon, c'était à 2h20 dans la nuit de dimanche à lundi. Donc tu avais dit les Bills, j'ai dit les Steelers. C'était bien ça. Lundi à mardi, 2h15 du matin. Donc le traditionnel Monday Night Football. Tous les matchs sont à leur place cette semaine. C'est magnifique. Pour l'instant. Moi qui aime bien que ce soit bien rangé, là, c'est parfait pour l'instant. 2h15 du mat, donc entre lundi et mardi. Browns, 9 victoires, 3 défaites. Ravens, 7 victoires, 5 défaites. On aurait aussi pu en faire une affiche de la semaine, mais on avait déjà parlé des Browns dans le débrief, donc on n'allait pas non plus faire tout sur eux. Choc dans la course au wildcard, là aussi. Les deux plus gros jeux au sol de la ligue. Les Ravens sont un MVP en titre et une défense plus complète et expérimentée. Les Browns ont un meilleur bilan et un match référence, je peux dire ça, mais c'est pas facile non plus. Non, moi franchement, je te dis, j'ai pas été chercher bien loin. Cleveland est favori de ce match, de par la dynamique, hein, très clairement. Et bon, ils ont quand même fait une déclaration, comme on dit en anglais, un succès référence du côté de Tennessee pour afficher leurs prétentions dans l'optique des playoffs. Maintenant, je n'arrive pas à me retirer de l'esprit ce côté un peu psychologie. Peut-être que je réfléchis trop, ce ne serait pas la première fois, mais ouais, il y a quand même une petite rouste qui a été mise par Baltimore en match aller. Alors, c'était la première semaine, c'était les débuts de l'ère Stefanski, etc. Donc, on fait dire ce qu'on veut à ce match-là. Mais c'est vrai que contre Pittsburgh et Baltimore, pour Cleveland, on parlait de Buffalo tout à l'heure qui avait réussi à trouver ce petit déclic. Peut-être que Cleveland le trouvera, mais sur un match en prime time contre une équipe de Baltimore qui ne sera pas bonne à prendre parce que, comme on le disait, il n'y a pas que des choses rassurantes, mais en tout cas, ça s'est remis dans le bon sens contre Dallas. Je ne serais pas étonné que Baltimore s'impose, donc j'aurais les Ravens. Moi, j'étais parti sur les Ravens aussi, en fait. Mayfield est face à un plus gros test encore, je trouve, que la semaine dernière, parce que là, il y a une vraie bonne défense en face de lui. Et la clé de ce match, ça va vraiment être ça, c'est le jeu. Qui va réussir à ralentir le jeu au sol adverse et forcer le quarterback adverse à abattre. D'ailleurs, c'est une vraie question. Tiens, si demain, tu es dans une situation où on dit ton jeu au sol est stoppé, tu dois t'en sortir avec un jeu aérien, tu prends celui de Cleveland ou de Baltimore? Ton quarterback doit rester dans la poche et lancer.
C'est une question piège que Je tu savais me que t'aimerais poses. bien celle-là. Ouais, bah écoute. Est-ce que je peux te dire autre chose que Baker Mayfield? Non, On, mais co- ouais, on ça me choque connaît pas, mon hein. amour pour le jeu aérien de Lamar Jackson depuis des années et des années. Et bon, malheureusement, pour l'instant, j'ai pas dans l'idée qui m'ait énormément convaincu là-dessus. Donc oui, si je devais répondre à ta question piège, je préférerais avoir Mayfield. Mais bon, je suis pas. J'étais plus fan du joueur en sortie d'université. Hmm. Bon, il limite un peu plus les erreurs, forcément, de par le style de jeu offensif de Cleveland cette année, mais je suis pas encore ébloui par ce que je vois et je retrouve pas Mayfield de 2018, quoi. Et puis moi, je vais te dire, je vais prendre les Ravens parce que défense, parce que grand match, parce qu'on est sur un lundi soir. Et donc, je pense que les Browns font une très bonne saison et qu'ils vont aller en playoff, mais ils sont peut-être pas encore tout à fait à ce niveau-là du prime Ouais. time du lundi soir. Après déjà une belle série qui a peut-être dû quand même puiser un peu dans les réserves. Je pense que les Browns, du coup, les Ravens, pardon, vont mettre le paquet. Ils sont en mission là pour aller chercher les playoffs. Donc Ravens sur ces bases-là. Après, je présage, hein, encore une fois, on en est loin, hein. Et si Cleveland gagne et que Pittsburgh perd, il n'y aura qu'un match d'écart entre les deux, C'est vrai. sachant qu'il y a un Cleveland-Pittsburgh en dernière C'est semaine, vrai. hein. Ça C'est peut vrai, être c'est dans la vrai. tête des Browns aussi, hein. C'est vrai. Pour les semaines de repos, personne, ça y est, c'est fini, c'est la dernière ligne droite, tout le monde joue. On passe aux questions. Les questions, Grégory. Alors, on va s'excuser auprès des auditeurs. On le dit d'avance, il n'y a pas énormément de questions. On n'a pas énormément de questions sous la main parce qu'exceptionnellement, on a avancé notre enregistrement au mercredi. Et c'est aussi pour ça que l'émission est en ligne plus tôt, ce qui est quand même aussi un avantage. Mais du coup, on n'enregistre pas tant de temps que ça après la mise en ligne de l'article question, donc on en a un petit peu moins que d'habitude. Question de hop là, pardon, parce que du coup, je les prends en plus à la volée. Bonjour. Alors, bon, celle-là, on va évacuer le sujet. Je pense que tu seras d'accord. Mais Arnaud demande bonjour à tous. Le dernier match de la saison des Jets sera chez les Patriots. Vous aussi, vous le voyez le venir, le match où Bill Belichick va faire exprès de perdre pour priver les Jets du premier choix et donc de Trevor Lawrence. Je pense qu'on est assez d'accord sur le fait que Bill Belichick va pas faire exprès de perdre un match et encore moins contre les Jets qu'il déteste. Oui. En plus, sachant que aux dernières nouvelles, les Patriots ont encore des choses à jouer, ça me paraît pour le moins hypothétique. Je pense qu'il sera très content d'étrier Trevor Lawrence. Lui, il s'en fout de qui est en Oui, face. mais après, c'est toujours pareil. On dit, bon, est-ce qu'il va faire exprès? Il y a des fins de saison où, même sans le faire exprès, il me semble que les Pats sont déjà perdus contre les Jets en dernière semaine ou contre les Bills qui jouaient à rien à l'époque. Les dernières semaines, c'est toujours un peu piégeux parce qu'il y a toujours des résultats un peu surprenants. Les Jets peuvent très bien aller gagner chez les Pats sans que Belichick se dise, on s'en fout, on joue rien, quoi. Après, moi, j'aime bien, c'est qu'on prête quand même toujours des sortes de pouvoirs mystiques à Bill Belichick et des trucs. Jamais on dirait ça d'un autre coach, hein, quand même, qui va faire exprès de perdre pour faire qu'une équipe ait tel ou tel choix de draft. Et après, en plus, il y a quand même un truc, hein, c'est que les Patriots, au moment où on se parle, sont quand même toujours dans la course au playoff. Donc, s'ils y sont toujours à ce moment-là, c'est ça. Ouais. il perdra pas. Quel quarterback pourrait changer d'équipe à l'intersaison? Question de Jeff The One. Matt Ryan, Matthew Stafford, Derek Carr, Carson Wentz, Dak Prescott. Alors, il y a beaucoup de questions en une. Déjà, on va dire dans ceux-là, est-ce que tu en vois un ou deux ou plusieurs changer de crémeau? Derek Carr, je vois pas pourquoi. Non plus. Très concrètement. Ben, s'il y a trop gros contrat. Ouais, et puis je t'avoue, encore une fois, je vais pas faire le défenseur absolu de Carson Wentz jusqu'au bout. Moi, je continue de penser que la responsabilité de Peterson est quand même assez grande là-dedans. Il y a eu aucune remise en question de sa part depuis le départ de Frank Reich. Et bizarrement, Wentz ne tourne plus. Alors, il y a une blessure entre-temps, mais bizarrement, Wentz n'est plus aussi bon qu'avant depuis que Peterson s'occupe du play call offensif. Donc, soi-disant, maintenant, il les partage avec Press Taylor, qui doit être le coach des QB. Mais ce serait bien d'avoir quelqu'un qui s'occupe exclusivement de ça, parce que pour qu'on puisse au moins juger sur pièce vraiment ce que fait Wentz. Après, les trois autres cas sont quand même intéressants. Matthew Stafford, en effet, il va commencer à arriver à un certain âge malgré tout, même s'il est le meilleur quarterback de moins de bientôt 34, je crois. Hein. Oui, je sais plus quel âge il a là. Je crois qu'il va avoir 33 dans peu de temps. Là. Donc il est plus jeune que moi, mais bon. Je crois qu'il les a bientôt au février, non? C'est vrai qu'il a que 32 ans, ouais. Il est né le 7 février 88. Ah là là, et ces gens qui sont nés en février, c'est formidable. Mais bon, bref, donc c'est sûr qu'avec la question de la reconstruction du côté de Détroit, c'est en droit de se poser. Après, contractuellement, je pense qu'il pèse quand même un petit peu lourd encore. Je ne vais pas dire de bêtises, encore une fois, je n'ai pas tout fouillé sur ce mais il a un gros contrat avant. Matt Ryan, ça va être une question. Matt Ryan, c'est forcément une question. Il y a un salary cap qui a été géré de sorte que les contrats de Ryan et de Jones soient assez massifs. Je ne vois pas Atlanta se séparer de Julio Jones.
Vu qu'il y a beaucoup à reconstruire en défense, c'est possible de se dire que laisser partir un quarterback comme Ryan, ça permet de drafter un quarterback assez haut à la draft et de profiter du cap pour blinder en défense. Mais c'est marrant, tu vois, moi j'en vois aucun bouger en fait. Pour moi, Prescott, je le répète, vu la situation avant sa blessure, j'ai du mal à m'imaginer Jerry Jones en train de dire allez, on blinde. Ah ouais? Ah oui. Franchement, parce que tu parlais du tac tout à l'heure, c'est largement une possibilité. Hein. Mais sur un joueur qui a eu la blessure qu'il a eue, sur un joueur qui n'a pas l'air de les convaincre à 100% non plus, même si, voilà, encore une fois, on a vu des situations. Washington, à l'époque, elle laissait partir Kirk Cousins. Hein. Et alors, certes, à Minnesota, on me dira qu'il n'est pas aussi extraordinaire qu'on nous a vendu, mais ça a toujours été un quarterback honnête, Kirk Cousins. Et j'ai pas dans l'idée qu'aujourd'hui, Washington ait un quarterback aussi bon que Cousins là-bas. Quoi. Je suis pas un fan de Dak Prescott, mais il est quand même un peu au-dessus de Cousins sur ce qu'il fait au début de cette non, année. mais c'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Je te dis que la décision de Washington à l'époque était curieuse. Ouais, on n'est plus à une décision curieuse près, en l'occurrence, surtout avec un joueur qui sort d'une blessure. Après, il y a forcément une autre question, c'est celle de Sam Darnold. Oui, ça paraît plus probable pour le coup. Là, voilà. S'il draft Trevor Lawrence, on va se retrouver dans les situations récentes. Ça peut, au-delà de la simple free agency, ça peut en effet être une année intéressante d'un point de vue quarterback sur le marché. Bon, il y avait Brady l'année dernière. Mais, oui. En tout cas, et Jeff The One demandait quel quarterback pour Chicago, Denver et New England. Là, c'est pareil, ça fera partie des grandes intrigues de l'intersaison, mais c'est des équipes qui pourraient se tourner vers la draft, notamment Chicago et New England. Denver, on ne sait pas s'ils croient à Drew Lock Je ne serais pas étonné, j'en avais parlé lors de la mock, je ne serais pas étonné qu'ils essayent de mettre un gros chèque sur un quarterback éventuellement disponible sans passer par la draft. Je pensais que c'est un grand succès de John Elway depuis des années la draft des QB. Question de Aaron B17 Allen. Alors, je suppose qu'il aime bien les Bills. Lors du power ranking du début de saison, Alain ne pouvait pas mettre les Bills devant les Buccaneers au motif qu'il ne voulait pas qu'on retienne de lui qu'il avait mis Tom Brady sous Josh Allen cette saison en cas d'éventuel AVC. Pouvez-vous lui demander, alors je peux me demander à moi-même, s'il accepterait qu'on retienne cela de lui à ce stade de la saison en cas d'AVC. Alors, du coup, qu'on retienne que j'ai mis Brady au-dessus de Josh Allen, je crois. Mais non, mais je démords pas encore. Enfin, on verra. S'ils battent les Steelers, je change d'avis. Plus sérieusement, pensez-vous que les Bills peuvent gagner le Super Bowl dans les années à venir avec une équipe construite autour de Josh Allen? C'est hop, tu vois comment dire? C'est la continuité de la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que c'est des prétendants au titre pour les années à venir avec Josh Allen? Oui, ça peut. Encore une fois, il faudra voir parce que c'est sûr que. Comme je disais précédemment, je pense qu'un Brian Daboll, par exemple, va être pas mal courtisé pendant l'embauche des nouveaux head coach. Et il faudra voir éventuellement comment ils arrivent à digérer le départ de leur coordinateur offensif. Maintenant, oui, en tout cas, de ce qu'ils montrent, il y a cette progression qui laisse présager le fait que ça puisse être prometteur. Mais avant de penser au titre, comme pour Lamar Jackson, il faut voir comment il arrive à enfin gérer les rendez-vous des playoffs, puisqu'on a vu qu'il avait déjoué malheureusement en dernier quart à Houston l'année dernière. Ouais, moi je résumerais pas ça juste à Josh Allen, c'est vraiment Josh Allen, Sean McDermott, quoi. Donc il y a une progression qui est constante. Ils peuvent très bien être dans les prétendants s'ils continuent cette progression-là. Donc il n'y a pas de raison. On va terminer avec cette bonne question de VWGA. Vous êtes un entraîneur hypothétique qui serait très demandé, entre parenthèses Jim Harbaugh, point d'interrogation. Quelle franchise à la recherche d'un head coach vous offre le challenge le plus intéressant ou ambitieux? J'aime bien me mettre à la place comme ça, m'imaginer qu'on me proposera un poste de coach, qu'on parle reconstruction draft à long terme ou bien à moyen terme de faire passer un palier à une franchise qui a déjà des fondations, un quarterback d'avenir, ou de sortir de la galère, une franchise qui sous-performe. En clair, t'es coach, tu préfères aller où? Jets, Lions, Chargers, Texans, entre parenthèses, voire Broncos, Jaguars, Eagles, Cowboys, Bears, Bengals. Moi, je dis Chargers parce que Justin Herbert. Oui, bah forcément, oui. En tout cas, le quarterback qui donne un peu plus d'opportunités, c'est ça. Après, les Jets, ça peut être un projet. Oui. Non, j'allais dire, pardon. Sinon, j'aurais dit Houston pour Deshaun Watson parce que c'est encore un cran au-dessus en termes de quarterback. Mais en termes de ville, je crois que je préfère quand même Los Angeles à Houston. Oui, non, mais Houston, je sais pas. Moi, c'est le cap qui me pose un peu question. S'il y a reconstruction, il n'y aura pas forcément de J.J. Watt. Donc, il y a quand même. La reconstruction va être massive avec un cap qui sera peut-être pas aussi évident à gérer, je pense. Faut pas oublier les gros contrats qui ont été donnés, notamment à la Remington Seal.
Non, je te dis, les Jets, j'aime pas la politique qui a été menée cette année par Joe Douglas, mais en tout cas, le nouvel head coach qui arrive, on pourra pas dire qu'il a pas les coups des franches. Parce qu'en termes de salary cap, pour faire le grand ménage, le grand chantier, avoir l'équipe qui veut de A à Z, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Les Jaguars également, il y a pas mal de choses à reconstruire. Ça peut être des projets, on va dire vraiment pour vraiment avoir, comme je le disais, vraiment la main dès le début sur le groupe et pas juste composer 1 ou 2 ans avec des joueurs un petit peu un petit peu des salaires un petit peu pénibles à devoir gérer et supporter en interne. Après oui, le projet, encore une fois, oui, c'est peut-être les Chargers qui sont les plus intéressants. Je le dis, c'est quand même une anomalie qu'ils aient cette fiche-là avec l'effectif qui est le leur, même s'il y a eu des problèmes de blessure. Moi, je choisis aussi sur des critères très, très peu objectifs et très individuels, très personnels. C'est-à-dire que, en fait, je choisis soit les Jets avec les coups des franches, Trevor Lawrence et vivre du côté de New York parce que c'est plutôt cool. Soit les Chargers parce que vivre du côté de Los Angeles, Justin Herbert, la Californie et tout ça. Parce que Houston, c'est vraiment une ville où il n'y a rien à faire de ce que j'ai vu. Donc, j'y ai passé 3 jours, mais ça m'a suffi, tu vois. Donc, a priori, plutôt Jets ou Chargers. En plus, les Chargers sont des maillots cool, tu vois. Donc, je m'imagine en tant que coach avec obligé de porter l'équipement et tout. Ouais, moi, je suis Jets ou Chargers. Je serais plus New York sur le climat parce que je suis pas trop chaud, moi. Mais Jets ou Chargers. Pour de vrai, sur les raisons sportives, même Jets ou Chargers, les deux, je trouve quand même assez excitant. Il y a des jolies choses qui se préparent si les bonnes personnes sont à la direction. Voilà comment se termine l'épisode numéro 386 du podcast Jeune Actu. On remercie tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, Twitter pour Grégory, c'est @Yellow Radiosa, Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com, tdactu.com si vous voulez aller plus vite. Merci beaucoup, Grégory. Toujours un plaisir. Et puis on se retrouve dimanche dans le fauteuil, pas jeudi, on est jeudi. On se retrouve dimanche dans le fauteuil. À bientôt, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Proclash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.